Chers lighters, chères lighteuses, bienvenue dans l'épisode numéro 29. Je suis actuellement à Annecy, en direct, encore une fois, dans un nouvel endroit, dans un Airbnb, qui est plutôt sympathique, ma foi. C'est cool d'être ici. C'est la première fois que je me rends dans cette ville et ma venue a une raison bien particulière. Je cherche un nouvel endroit où m'installer, parce que comme je l'ai dit la semaine dernière, j'ai pris la décision de partir de chez ma mère et de prendre mon envol. Et donc là, je suis en train de faire des repérages. Je pensais que ça allait être Annecy, mais finalement, je pense pas aller ici. Je vous en parlerai sûrement après. Light, c'est simple, c'est un podcast qui a un seul et unique objectif, quelle que soit la graine que tu aies fleurie. Et chaque semaine, on essaye, notamment à travers les idées et à travers la parole, parce que c'est un peu le seul médium que j'ai, même si ça me ferait plaisir aussi de pouvoir le faire en physique. On verra plus tard comment on pourrait tendre vers ça. On essaye d'aller vers ce fleurissement personnel, en passant notamment par les idées. Pour l'épisode 29, quelles sont les 5 idées ? Elles sont pas mal, elles sont intéressantes, bien sûr, comme d'habitude. Pour commencer, on va parler d'Adam Smith. Comment ne pas être une victime du capitalisme. Il a des idées qui sont très intéressantes sur ça et qui rejoignent aussi un peu Karl Marx. Donc j'ai envie de vous les exposer. Parce que là, je viens de finir un bouquin qui s'appelle Great Thinker. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, je crois. Et c'est cool parce que t'es exposé à la pensée de tous ces gens. Et je trouve ça génial d'aller vers ces figures emblématiques qui sont de grands penseurs comme Platon, comme Épictète, comme Smith, comme La Rochefoucauld, comme Camus. Bref, tu passes un peu par toutes les générations et c'est très drôle de voir qu'il y a plein d'idées qui se retrouvent entre eux, qui ont survécu au temps et qui sont encore dotées d'une si grande pertinence. En 2, on verra pourquoi est-ce que tu n'as pas besoin de changer. Et ça, c'est une réflexion que je me suis fait il y a pas longtemps. Une sorte de casse-tête mentale. J'étais pas sûr, mais je commence à avoir de plus en plus de clarté et j'ai envie de vous exposer un peu ma réflexion sur ça. Qui va un peu à l'inverse de, ok, vas-y, on va essayer d'être un peu plus équilibré, de devenir une personne différente. Je suis plus sûr de cette idée en fait. Bref. En 3, on verra comment apprendre l'anglais a changé ma vie et je te partagerai quelques clés pour faire la même chose. En 4, le syndrome de l'entrepreneur. C'est un truc que j'ai inventé, mais qui fait beaucoup de sens à mon goût. Et en 5, on verra une petite sélection d'aphorismes que j'ai choisi. Bon, en vrai, un aphorisme, on peut appeler ça une citation, on peut appeler ça une maxime, on peut appeler ça une punchline aussi. C'est un peu la même chose. Moi, je dis que c'est des punchlines littéraires. Et c'est à peu près tout pour cette semaine. Alors, nouveauté, il faut savoir que j'ai pris une grande décision qui est celle de lancer mon mentorat privé. C'est la première fois que je fais ça et l'idée, elle est simple, c'est un accompagnement qui va durer 1 mois pour commencer. Je voulais pas faire un one shot parce que une sorte de coaching en one-one, je trouvais que ça avait pas assez de sens, mais je veux pas non plus partir sur un truc trop long parce que ça reste une phase de test. Donc, un accompagnement qui dure 1 mois dans lequel je vais prendre seulement 3 personnes et j'en parlerai d'ailleurs que sur ce podcast. Donc je vais en prendre seulement 3 et le but c'est de clarifier tes objectifs et de mettre en place des choses et des stratégies pour y arriver plus rapidement. C'est un peu la seule chose que je fais. Je suis pas un coach de vie, je suis pas un coach business et si je le fais avec les gens du podcast, c'est surtout parce que il y a une proximité qui s'est créée et je pense que tu es en mesure de savoir si oui ou non je peux t'aider dans ta situation actuelle. Est-ce que je peux t'aider sur tes objectifs, essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu as envie d'aller vers ça, et ça on va évidemment le challenger, et ensuite, une fois qu'il y aura de la clarté sur ça, on va être en mode ok, tu veux aller vers ça, maintenant voyons comment on fait, et comment je peux t'aider à gagner du temps et à mettre en place des stratégies. Bref, qu'est-ce qu'il y a dans cet accompagnement ? Il y a 4 calls
une fois par semaine, on se retrouve pendant 30 minutes et on s'appelle en one-one. Je te file mon WhatsApp, comme ça on peut discuter et si tu as des questions durant la semaine, des trucs qui sont pas clairs, y a pas de souci. Je t'envoie des templates Notion pour que ça soit un peu plus simple pour toi au niveau de l'organisation, etc. Et accès exclusif à mon réseau. Si j'estime que c'est nécessaire et que je connais des gens qui peuvent t'aider à aller plus rapidement, je n'hésiterai pas à le faire. Premier arrivé, premier servi, évidemment, c'est payant. Le lien est dans la bio du podcast, si ça t'intéresse, et si tu penses que je peux t'aider, moi en tout cas, je le fais avec plaisir, parce que je pense... En fait, ça fait longtemps que je réfléchis à ça, et ça fait longtemps que je me questionne sur ma crédibilité, et aussi si je pense que je peux être compétent sur ça, et plus j'y réfléchis, plus j'ai l'impression que c'est le cas, parce que je pense que j'ai de l'avance sur beaucoup d'aspects par rapport à certaines personnes. Il y en a qui en ont évidemment dans d'autres aspects sur moi, c'est logique. Mais voilà, ça me fait plaisir de faire ça. Donc si tu penses que je peux t'aider, c'est parti. On se retrouve en accompagnement. Évidemment, je veux des gens qui ont quand même un minimum d'ambition et qui sont prêts à faire des trucs, qui veulent pas régler des problèmes qui sont basiques où je n'aurai pas vraiment de plus-value. C'est vraiment un truc personnel qui est important et qui m'est cher. Ok, bon, on passe sur le plan de semaine, c'est parti, comme d'habitude. Comme d'habitude, alors, il s'est passé encore pas mal de trucs de mon côté. Là, je viens de prendre une bonne douche froide ce matin. Je sais pas pourquoi, c'est mon trip du moment. En hiver, je suis appelé par le froid, comme s'il faisait pas assez froid dehors. D'ailleurs, je dis ça, mais ça, ma tenue que j'ai actuellement, en gros, j'ai un pull et une veste. C'est ce que je mets dehors en ce moment alors qu'il fait 0 degré. Et étonnamment, ça me pose pas trop de problèmes. Donc je pense que j'ai une bonne tolérance au froid. Et ça, c'est plutôt agréable. C'est plutôt agréable. Alors, plan de semaine. Donc là, on est dimanche parce que c'est un peu la galère. Là, j'ai le Airbnb pour moi tout seul. Mais en fait, demain, il y a le gars qui se ramène. Bon, bref, j'aurais sûrement pas été tranquille. Donc je l'enregistre ce dimanche. Qu'est-ce qu'on a accompli? Alors, mobilité, 7 sur 7. Ça, c'est devenu ma routine. Et franchement, ça tue. Ça tue, ça tue. J'ai fait 3 expositions au froid. 2 running, 2 séances de muscu. Normalement, il y en aura une troisième aujourd'hui. J'ai tourné une vidéo YouTube. Je suis parti à Annecy. Je suis passé par Lyon aussi et j'ai pris un déjeuner avec Nassim Saïli. C'était vraiment cool. Je suis allé boire un café avec Étienne. J'ai aussi capté pour ceux qui connaissent Joe le mystérieux. En fait, c'est un bon pote à moi. Et je sais pas si vous voyez, c'est le gars qui fait des vidéos de séduction. C'est assez intéressant de le fréquenter parce qu'il a enfin, quand un gars a poussé autant à l'extrême une compétence, il y a forcément des trucs qui sont intéressants. Et par rapport à ça, moi, je suis critique parce que je trouve pas que ça soit normal de passer sa journée depuis 1 an à aborder 5 meufs. Mais en même temps, je sais pas. Je sais pas. Bon bref, j'ai écrit tous les jours, ça c'est cool. J'ai résumé un livre et c'est à peu près tout. Bon, il y a d'autres trucs, mais bref. Ok, amélioration. J'ai noté que je sentais que pour moi, c'est le moment de retourner un peu à la conquête du monde, tout en restant vigilant par rapport aux dérives dans lesquelles je suis tombé auparavant. Il y a, et on en parlera dans le point 2. Là, ces derniers temps, on va dire que je me suis un petit peu apaisé, que j'ai tendu vers plus d'équilibre, et j'ai l'impression que ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'est comme si j'étais allé explorer des nouvelles choses, mais je sens que j'ai un peu voulu tailler chez moi certaines qualités, certaines aspérités parfois, et que, au final, je pense que ça soit pas exactement la bonne démarche. Bref, on en parlera après. Au niveau des KPI, ça bouge pas, le temps d'écran, le poids, tous ces trucs. Et pour les stratégies, j'ai prévu cette semaine là c'est un peu chiant parce que j'ai toujours pas
exactement la stabilité à laquelle j'aspire. Là, je cherche un appart, donc plutôt sur Lyon, parce que en fait, je pensais vouloir être à Annecy parce qu'il y a plein de nature, parce que c'est une ville qui est pas trop grande, qui est très jolie, qui est plutôt bobo et tout, et moi, bah ça me parle plutôt bien. Mais en fait, j'aurais l'impression en venant ici de me limiter et d'atrophier une partie de moi qui a besoin de conquête. Et c'est comme si c'était un petit peu trop tôt. Et évidemment, je sais, et j'en suis intimement convaincu que quand j'aurai un couple avec le projet de faire une famille, etc., je pense que j'irai acheter une maison et que je partirai à la campagne et que j'irai vers le potager, vers l'autosuffisance à bien des égards et tout, vers un respect encore plus fort de la nature et une connexion encore plus forte. Mais là, si je le fais maintenant, je sais que c'est comme si il y avait une partie de moi que j'inhibais et que je laissais pas s'exprimer, soi-disant parce qu'elle était pas assez sage et assez, je sais pas, assez mature. Mais à mon avis, c'est une erreur. Bref, donc cette semaine, on va écrire. C'est mon travail du moment là. C'est vraiment de peaufiner ma plume et de devenir meilleur dans ça. Je vais faire du sport 6 fois sur 7 avec 2 séances de muscu, lire un livre et résumer. Et puis surtout là, le game, c'est de trouver un appart pour retrouver de la stabilité et retrouver des bases solides. On est parti, on attaque avec l'idée 1 et on va parler de Adam Smith. Le mot Adam Smith. Tac. Alors, Adam Smith, il est né en 1723 à Scotland. Scotland, c'est en Angleterre. Et une des grandes questions qu'il a essayé de résoudre, c'était comment est-ce qu'on fait pour rendre le capitalisme et l'économie un peu plus humaines et sensées. Son objectif, c'était pas comme Rousseau de détruire le système et de dire bah en fait il faut qu'on change ça complètement, c'était plutôt de trouver un moyen de le rendre viable sans faire des compromis humains. Et il a 3 grandes idées que aujourd'hui je vais vous exposer par rapport à ça. Je bois un petit peu d'eau avant et on est parti. J'espère que y a pas trop de problèmes avec le micro. Ceux qui sont sur YouTube, vous devez rigoler parce que comment je l'ai positionné, c'est un peu n'importe quoi. J'ai fait vraiment avec les moyens du bord, même là pour poser mon tel, c'est une sorte de trépied de livre. Et là, en gros, il y a une sorte de ballon de foot en osier dans lequel j'ai posé le micro. Comme j'ai pas le filtre anti-pop, je l'ai mis un peu sur le côté pour pas qu'il y ait de problème et tout. J'espère que c'est pas trop galère. Pour la semaine prochaine, je vais essayer de retrouver la pièce. Mais c'est super compliqué parce que, bref, je pense qu'il faut même que j'achète un autre micro. Bon, le bon Adam Smith. Alors, la première chose qui pointe du doigt et le premier problème, c'est la spécialisation. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais il me semble que c'était il y a 3 semaines, on avait parlé de Karl Marx, qui avait aussi exposé ce problème. Donc pour lui, la société et l'augmentation de la spécialisation, pardon, elle pose quelques problèmes. Et en fait, il s'est rendu compte que plus une société, elle devient spécialisée, plus elle a tendance à gagner en richesse. Et d'ailleurs, pour Smith, un bon moyen de savoir si on vit dans un pays riche, c'est quand tu demandes à un inconnu son métier, est-ce que tu es capable de comprendre ce qu'il fait ou pas? Plus tu es incapable de comprendre ce qu'il fait, plus ça veut dire qu'on vit dans un pays qui est spécialisé, et plus les probabilités qu'il soit riche le sont. Et donc, les métiers sont devenus tellement difficiles, tellement spécialisés que c'est parfois compliqué de comprendre et de les répliquer par un seul individu. Genre, en fait, il y a une dépendance à la spécialisation qui est tellement forte, qui fait que, bah, en gros, on est un peu incapable de savoir exactement ce qu'elle fait et donc de prendre sa place. Et en même temps, on en devient aussi dépendant. Et le problème avec tout ça, on s'en doute, c'est que plus les métiers sont spécialisés et plus il y a une perte de sens qui est accrue. Ça, j'en ai déjà parlé, donc j'ai pas envie de continuer à blablater sur ça, mais je trouve quand même ça cool de voir que Karl Marx pointe ce problème, Adam Smith aussi, et ça appuie la crédibilité à un argument en fait, et ça lui donne davantage de sens et d'importance. Mais clairement, aujourd'hui c'est compliqué de faire un travail qui est très très spécialisé parce qu'on prend pas vraiment conscience des implications.
Il y a pas beaucoup de sens. Et puis surtout, en fait, il y a plein de métiers aujourd'hui, notamment dans le tertiaire, qui sont, enfin, au sens premier du terme, qui sont pas utiles et nécessaires, quoi. Et ça, c'est un peu compliqué. Ok, deuxième idée de Smith que j'aime beaucoup, c'est par rapport aux riches. Pour lui, il dit que ça sert à rien de les faire culpabiliser en leur disant que ah c'est pas bien, vous exploitez les pauvres, machin et tout, ou encore de faire monter les taxes, comme pourrait le proposer la gauche par exemple aujourd'hui. En fait, ce qui compte pour lui, et pour les riches notamment, c'est pas l'argent, mais c'est avant tout l'honneur et le respect. En gros, les riches, ils accumulent des sous non pas parce qu'ils ont des besoins matériels qui sont immenses, mais en fait c'est plutôt parce que ils ont un besoin émotionnel qui est très fort. Le but, c'est avant tout, pour les riches, mais je pense que c'est le cas pour tout le monde d'ailleurs, hein, c'est d'être aimé et c'est d'être honoré et de le sentir ça, que la société nous valorise fortement et même un peu plus que les autres. Il y a peut-être un complexe ici de supériorité, comme l'a exposé et l'a théorisé Alfred Adler, comme quoi, en fait, elle est marrante cette théorie. Elle dit que, en gros, comme tu as des infériorités et t'as un complexe d'infériorité sur pas mal de choses, en fait, tu vas aussi développer un complexe de supériorité. En gros, il y a plein d'aspects où tu es très instable émotionnellement et, on va dire, fragile. Et donc, tu développes une sorte de carapace qui crée une forme de supériorité qui fait que bah, ça compense et ça équilibre avec cette infériorité que tu as du mal à regarder et à travailler, en fait. Bref, la société, pour Smith, elle devrait apprendre à leur donner beaucoup d'attention et d'honneur pour les bonnes actions qui feraient en sorte de profiter à la communauté. The great secret of education is to direct vanity to proper objects. Donc le but de l'éducation, c'est de faire en sorte que la vanité, ce truc un peu négatif auquel on pourrait croire, bah en fait, on le redirige vers quelque chose de beaucoup plus sain. Et donc si tout d'un coup, les gens les plus stylés sont ceux qui construisent des écoles, etc. Et on le voit aujourd'hui que il y a beaucoup de virtual signaling, c'est tu signales un petit peu ta vertu en montrant que t'es quelqu'un de bien, qui fait ça, machin, etc. Bon bah souvent, ça c'est quand même impulsé par un besoin dans un premier temps d'être valorisé et de se sentir important. Mais quand c'est fait de cette manière, je sais pas si c'est problématique ou pas. Mais ça va être le point 2. Vraiment, le point 2, c'est le truc central sur lequel on va débattre. Enfin, on va débattre. Je vais parler tout seul et débattre avec mon cerveau. Ok, troisième chose de Smith, c'est d'éduquer les consommateurs. Pour lui, le problème du consumérisme, il vient des besoins qui sont créés par les pubs, mais surtout d'un manque d'éducation du consommateur sur la qualité des produits et sur ses désirs. Pour lui, il faut apprendre aux gens à vouloir des choses de meilleure qualité et d'être prêt à payer le prix pour ça. Oh là là, je sens que les œufs ce matin, c'était pas une très bonne idée. Je suis retourné naturellement vers ça parce que j'ai pas acheté d'autres trucs là, mais ça me remonte encore un peu. Ah ouais, c'est pas très agréable. C'est pas très agréable, mais bref. Ça, c'est vraiment un de mes combats aussi. Et c'est aussi le but, j'en parlais la semaine dernière, je disais que j'avais acheté un pantalon chez Bonne Gueule. D'ailleurs, enfin, 2 pantalons. Ça, pour moi, enfin, c'est des marques qui sont de très très bonne qualité. Là, je porte aussi un pull de Saint James, une marque que j'aime beaucoup. Française, qui a encore, enfin, sa chaîne de production, tout est en France et tout, c'est fait à la main. Par exemple, ils font aucune pub. Euh, Ils font pas d'offres promotionnelles. Les prix sont les mêmes toute l'année. Bref, ça pour moi, c'est des produits qualitatifs et je tends au quotidien à consommer davantage de produits de ce style. Et c'est marrant parce que quand je vais à la Biocop, souvent c'est écrit sur le papier. Je vais pas tout le temps faire mes courses là-bas, mais des fois c'est écrit genre manger bio est un acte citoyen et vous votez 3 fois par jour. Et c'est vrai, c'est vrai que quand tu dépenses ton argent, d'une certaine manière, tu dis ah bah j'ai envie que le monde ressemble plus à ça.
Et quand tu consommes les réseaux sociaux, bon, bah, voilà, quand tu vas sur Insta, tu nourris Meta, d'une certaine manière, tu vas nourrir le gros Zuckerberg, qui, à mon avis, est assez bien rempli. Et, mmh et moi, j'ai envie davantage de nourrir plutôt les tu vois? Même, j'ai regardé un reportage cette semaine, sur le bio et en fait, je me suis rendu compte que même le bio et notamment celui qu'on trouve en supermarché, genre dans les grandes chaînes, type Carrefour et tout, bah, en fait, c'est pas hyper clean. C'est pas hyper clean parce que déjà, la plupart des marges sont plus grosses pour le supermarché au niveau du bio que, en fait, les agriculteurs, alors c'est pas toujours le cas, hein, mais souvent, ils gagnent moins d'argent que quand ils font de l'agriculture traditionnelle. Il y a plein de trucs où tu te dis: «Putain, mais what the fuck?» En fait, à partir du moment où le, l'agroalimentaire a pris ce marché, bah, ça y est, c'était niqué et tu de nouveau le frérot qui régalait, les grosses machines, quoi. Donc voilà, éduquer le consommateur, à mon avis, c'est retrouver pas mal de localité, que ça soit dans la nourriture, dans les vêtements, dans les matériaux, bref, tout ça. Et pour Smith, c'était important vraiment d'éduquer un peu plus sur les consommateurs sur la qualité des produits. Et moi, je suis un fervent partisan de ça. OK. Alors, deuxième idée, pourquoi est-ce que tu n'as pas besoin de changer? Alors, j'ai commencé à écrire une newsletter sur ça, mais que j'ai pas fini. Hier, je me suis réveillé avec une sorte de pointe d'énervement. Je sais pas pourquoi la journée d'hier était pas ouf, j'étais pas forcément fier de moi et tout. J'avais fini un peu, malheureusement, et j'avais fini un peu sur YouTube, à regarder des sketchs, de manière, compulsive, on va dire. Peut-être que j'avais pas assez rigolé, j'avais besoin de besoin de me lâcher un peu plus. Et donc ce que j'ai fait, c'est que, bah, le lendemain quand je me suis levé, un peu énervé, un peu déçu de soi et tout, je me suis dit: «Vas-y, c'est bon, je vais prendre une douche glacée». Heu, le bonheur, quoi. Let's go, c'est parti, ça va être dur mais j'en ai envie. Et ce qui s'est passé étonnamment, c'est qu'après avoir, passé 3 minutes sous 10 degrés, je me suis demandé: «Putain, mais pourquoi en fait j'ai toujours besoin de faire des trucs extrêmes pour me sentir bien?» Genre, au fond, j'aimerais parfois être un peu plus équilibré et comme tout le monde. Genre, bon, bah, voilà, je sais pas, genre, c'est pas parce que hier, tu été, chill et cetera que le lendemain tu dois, d'une certaine manière, je sais pas, compenser ou faire en sorte que, tu retrouves ton point d'équilibre. Genre, c'est pas parce que t'étais un peu dans un extrême d'un côté que le lendemain tu dois aller dans l'autre extrême, quoi. Genre, arrête de faire ça, sois un peu plus mature. Et ça, je pense que au fond, c'est une bonne idée et en même temps, c'est une mauvaise idée. Et plus largement, la grande question que j'aimerais creuser là, c'est: faut-il combattre ses penchants naturels pour devenir une personne plus équilibrée? Ou est-ce que, au fond, on s'en bat un peu les couilles et qu'il faut embrasser pleinement ses aspérités, qu'elles soient bonnes ou mauvaises? Je bois un petit peu d'eau. Mmh. Il y a une citation, une maxime, un aphorisme de La Rochefoucauld que je trouve intéressant, c'est: ce que le monde nomme vertu n'est d'ordinaire qu'un fantôme formé par nos passions, à qui on donne un nom honnête pour faire impunément ce qu'on veut. C'est ce que je disais avec les riches et le virtual signaling. En gros, ça part un peu d'une passion, d'un truc qui est pas forcément très équilibré, ni même très honnête, mais qui pourtant peut devenir une vertu. Et à mon avis, tous les humains sont profondément déséquilibrés à bien des égards. Genre, il y a des gens qui sont trop sportifs. Genre, ils abusent, en font tout le temps, etc. Il y a des gens, ils sont trop timides. Genre, c'est compulsif, et c'est pas génial, quoi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on tend à standardiser le plus possible l'être humain. Le but, c'est qu'on devienne plus équilibré et qu'on se rapproche d'une certaine manière de la moyenne.
naturellement, on est avec des caractéristiques, avec des aspérités, dans le sens où c'est pas tout lisse, c'est pas tout droit. Et j'ai un peu l'impression que le but de notre vie, en tout cas, c'est comme ça que la société vient nous conditionner à beaucoup d'endroits, c'est de venir limer un peu ces aspérités et de les faire rentrer davantage dans le cadre et dans la moyenne. Mais ça, c'est dommage parce que ça vient aussi détruire une partie de nous et une partie de ce qu'on est profondément. Et genre, moi, depuis quelque temps là, j'ai l'impression que je tends vers plus d'équilibre. En gros, j'essaye d'être plus sage, j'essaye d'être moins à l'écoute de mes pulsions. Par exemple, je me suis rendu compte que, voilà, naturellement, je suis quelqu'un d'assez narcissique. J'aime bien donner une belle image de moi. Et c'est très important, en fait, si je suis sincère, de me sentir valorisé. Et c'est une des raisons, évidemment, qui a fait que je suis allé sur les réseaux et que je suis devenu connu. C'est parce que bah, ça résonnait, en fait, avec une partie de moi et je l'ai poussé un peu à l'extrême. Et là, ces derniers temps, j'étais dans la démarche de, ok, je pense que, en fait, ça, c'est pas ouf parce que ça a créé des dérives. Genre, tu l'as vu, t'es devenu un peu trop matrixé par les stats et donc, tu cherchais plus vraiment à faire des vidéos qui te faisaient plaisir. T'étais juste en mode, let's go, on fait des vues, on prend la valorisation et tout, ça fait plaisir. Oh ouais, les œufs. Putain, les œufs là, ils me tapent, ils me tapent dans le bide. Erreur fatale. Putain, j'en ai mangé que deux. Avant, j'en mangeais 4 tous les jours. Là, j'en mange que deux et bim, tout de suite, ça pop dans le ventre quoi. Mais bon, c'est bien, on retrouve un peu de sensibilité. Bref. Et donc là, ces derniers temps, voilà, j'ai tendu à me dire, ok, bon bah putain, j'étais bête en fait. Genre, je suis allé pleine balle, j'étais déséquilibré et tout. Mais au final, je suis pas si sûr et je pense que ça, en fait, ça fait partie de moi. Et moi, j'aime bien me référer à la nature. Et si je prends l'exemple de la nature et que je regarde autour de moi, en fait, il s'avère que dans la nature, il y a plein d'arbres qui sont hyper chelous. Il y a plein d'arbres qui ont des formes bizarres. Il y a des variétés qui sont différentes. Il y a des tailles qui sont différentes. Il y a des croissances qui sont différentes. Et en fait, tu dois pas devenir le chêne tout droit qui fait la taille normale, la taille moyenne des autres. Et si on revient aussi à la notion d'harmonie et au fait que, en fait, la nature, elle trouve son équilibre dans son harmonie. En gros, si tous les arbres faisaient la même taille, bon bah on aurait cette harmonie. Mais si sur le collectif, on a bah, du petit, du moyen, du gros, du pire, machin, en fait, ça aussi, c'est ce qui vient créer l'harmonie et l'équilibre. Et donc, on a l'équilibre à l'échelle individuelle, mais on a aussi l'équilibre à l'échelle collective. Et l'équilibre à l'échelle collective, ce n'est pas devenir tout le monde la moyenne, la même personne. Non, non, au contraire, c'est peut-être davantage embrasser sa personnalité le plus honnêtement possible, et peut-être avec le plus d'énergie aussi. Et en fait, c'est ça, sur le collectif, qui va créer cette notion d'harmonie. Donc, je pense que en fait, il y a pas mal de choses qu'on veut gommer chez nous, qu'on veut harmoniser, sur lesquelles on veut devenir plus sage, plus équilibré, ou en fait, on devrait pas. Parce que, on inhibe notre volonté, par exemple, de puissance. Et et ouais, il y a je vais vous lire une newsletter d'un ami à moi qui s'appelle, David, de Limitless Project, qui a écrit un truc qui est: «Il n'a rien à réparer ni à corriger, ce n'est pas toi le problème, c'est le monde autour». Bref, au début, il dit que, bon, bah, quand on est ado, souvent, on va essayer de nous formater sur des trucs et cetera et en gros, on veut un peu, nous je sais pas, avec l'école, on voit bien qu'on a envie de nous faire rentrer dans un moule et cetera. Et aujourd'hui, il y a une tendance qui est que tout le monde veut un peu guérir de ses traumas. Que ça soit avec des psys, des champignons, du breathwork, bref. C'est un peu la nouvelle tendance du dev perso. On est incomplet, imparfait, inadapté. Et donc, il faut qu'on se répare. Genre, on doit se réparer. Et ça, donc David, il dit, moi j'ai essayé, j'ai exploré, mon passé, mes blessures, j'ai tenté de comprendre mes excès, de canaliser mon énergie, parce que j'en avais trop par rapport aux autres et tout.
Putain, des fois j'étais trop sensible, bref, obsédé par le temps, beaucoup trop dans la performance et tout. Et je suis trop exubérant, machin, et comme si c'était un défaut, en fait. Puis en fait, il dit, bah, j'ai compris que c'était l'inverse. Genre, la sensation d'être différent, elle venait pas de ma personnalité, mais de l'environnement qui lui correspondait pas. Alors j'ai changé le cadre, j'ai porté attention aux tâches qui me donnaient de l'énergie et à celles qui m'épuisaient. Je fais pareil avec les gens, je me suis éloigné de toutes les relations qui me tiraient vers le bas. J'ai construit mon propre pays, j'ai choisi les individus. J'ai arrêté de vouloir changer et je me sens aujourd'hui beaucoup plus heureux et épanoui que jamais. Et il dit, oui, j'ai des défauts, des réactions dont je suis pas fier, mais en fait, c'est les deux faces d'une même pièce. Et bref, je vais pas continuer la newsletter parce qu'elle est un peu longue, mais je, en fait, je suis un petit peu perdu par rapport à ça parce que d'un côté, je pense que on est, j'adore cette vision sur arrêter de vouloir tout réparer chez vous, genre. Vous serez continuellement imparfait. Toujours, toujours, toujours. Et au lieu de vous dire que ça, c'est un problème chez vous et qu'il faut le changer, peut-être que, au contraire, c'est votre plus grande force. Mais le truc qu'il faut capter, c'est que, bah oui, c'est la même face d'une pièce. Et que donc, cette qualité, par exemple, si je prends un truc qui est personnel, moi, je sais que j'ai une obsession à faire les choses avec. En gros, quand je vais faire un truc, que ça, par exemple, là, je cherche un appart sur Lyon. Je vais pas, genre, aller dans une agence immobilière et dire bonjour, je cherche un appartement. Voilà, faudrait 2 pièces, dans l'idéal vers ce quartier. Non, 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 non. Moi, si je cherche un appartement et quand je cherche un appartement, écoute bien. Je vais sur toutes les applications, je mets toutes les notifications et toutes les 15 minutes, je vais refresh et je veux trouver la pépite. Ok? Genre ça c'est, je veux trouver le meilleur truc possible et je ne ferai pas de compromis et de concessions. Genre et s'il faut regarder tous les jours pendant toutes les 15 minutes, scroller, à faire des appels et tout, je m'en bats les steaks, je vais le faire. Et donc ça, ça fait partie de ma personnalité d'être quand je fais quelque chose, d'essayer de le faire du mieux possible. Vraiment du mieux possible. Quand par exemple, je me suis mis à la muscu, ou au sport en général, ou même quand je faisais du foot en fait. Je faisais pas du foot pour m'amuser un peu, genre quand j'ai commencé le foot, et plus ça a grandi, plus c'était comme ça, plus j'étais en mode ok, genre comment je fais pour devenir le meilleur possible au foot. Donc ça, ça fait partie d'une. Voilà, j'ai une personnalité qui est un peu obsessionnelle sur les bords et à certains aspects. Et j'ai eu envie un peu de la corriger et d'être en mode genre arrête, tu vois bien que des fois ça te porte défaut, etc. Et c'est vrai, c'est vrai. Et j'en suis conscient. Mais ce qui compte, c'est d'en être conscient. Mais je pense pas que ça, il faille le gommer. Je pense qu'il faut en être conscient et que parfois ça peut nuire quand il y a des relations avec d'autres et même à soi-même. Et que là, il faut être capable de venir un petit peu corriger ça et d'être un peu plus dans l'observation et d'être en mode ok, là je vois, je me connais bien, etc. Mais pour autant, je pense pas qu'il faille inhiber cette partie de sa personnalité et qu'il faut pas le changer en fait. Mm. Ouais, en fait c'est comme si alors je vais essayer de retrouver parce que j'avais vu un truc intéressant. Alors est-ce que je l'ai mis dans ah ouais, c'est dans les aphorismes. Ok. Oh, moi, c'est pas grave, je le garde pour après. Je le garde pour après. D'ailleurs, les aphorismes, vous allez voir, ils sont vraiment, vraiment stylés. Bon, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce sujet, mais en tout cas, je serais curieux si vous avez matière à réflexion sur ça. Moi, c'est encore nouveau. Et je suis en train d'écrire une newsletter sur ça. Et ce que j'aime beaucoup avec l'écriture, c'est qu'en fait, c'est un travail qui est très introspectif. Et souvent, quand je pars à l'écriture de quelque chose, je n'ai pas encore les réponses. Et c'est justement en commençant à écrire, en commençant à réfléchir et à me mettre sur le sujet que petit à petit, j'ai des nouvelles branches qui se créent, etc. Et je vois un petit peu mieux où est-ce que je veux aller. Et c'est pour ça que j'aime autant l'écriture. Mais bref, en tout cas, je suis
persuadé que au bout d'un moment, tu arrêtes de vouloir, tout corriger, arrête de vouloir être le mec moyen et équilibré partout, en mode un petit peu de sport, un petit peu de travail. Ça pour moi, ça marche pas, sauf si c'est profondément dans ta personnalité. Mais ce qui compte, c'est d'aller justement à la rencontre de cette personnalité et de laisser émerger. Et c'est là aussi ce qui est très intéressant avec la psychanalyse notamment, avec Freud et avec Jung qui travaillent sur ces désirs, et même Nietzsche, qui travaille sur ces désirs qui sont repoussés un peu, et donc qui créent des choses, parfois qu'on a du mal à comprendre, qui sont pas forcément les meilleures, mais qui en fait sont juste des pulsions que tu as complètement repoussées, qui faisaient partie de toi, qui avaient besoin de s'exprimer, mais à qui tu ne laisses pas la place. À qui tu ne laisses pas la place. Et en fait, même c'est dans cette harmonie, je pense que un être humain, c'est un peu une note de piano, et le but, c'est pas que tout le monde joue la même note, c'est que chacun joue sa note avec le plus de transparence, d'intensité possible. Bref, j'aimerais, on va passer à la troisième idée. Apprendre l'anglais a changé ma vie. Comment faire la même chose? Je bois de l'eau, je bois de l'eau, je bois de l'eau. Alors, il faut savoir que l'anglais, moi, je me souviens très bien, c'était il y a 3 4 ans, quand je suis tombé de manière complètement obsessionnelle dans le dev perso, j'étais en mode, vas-y fuck it, je vais me mettre au sport, à la muscu, je vais commencer YouTube, je vais apprendre l'anglais, je vais manger bien, je vais têche tous mes potes. Enfin bref, je suis allé un peu dans tous les sens, et et au final, c'est peut-être pas une mauvaise chose, en fait. C'est peut-être pas une mauvaise chose, parce que pour le coup, ça je je suis un peu critique sur le avec du recul sur ça. Mais au fond, je sais que dans cette période, j'étais quand même pas mal, en fait. J'étais quand même pas mal. Bref. Donc, je me suis dit: «OK, je suis nul en anglais, j'ai compris que c'était très important, donc je vais le faire», et bah, voilà, c'est parti, on va se bouger. Parce que, bah, voilà, à la fin de mes études, malgré 7 ans de cours moyens et cetera, enfin de cours d'anglais, mon niveau, il était très moyen. Il y a un constat qui est alarmant, c'est que d'après le classement EPEF English Proficiency Index 2024, la France se positionne à la 49e place sur 116 pays, contre une 43e place en 2023. On a perdu 6 places au classement, au niveau d'anglais, quoi. Ce qui est pas ouf, hein. Déjà qu'on était nul, c'est encore pire. Et pire, il y a seulement 21% des Français qui déclarent avoir un niveau correct. Et bah ça, clairement, moi en Norvège, c'est ce qui m'a beaucoup surpris. Tout le monde parle super bien anglais. Au supermarché, au bus, au marché de Noël, dans les cafés, partout en fait. Et même le gars qui ramasse les poubelles ou qui fait la sécurité, peu importe la classe sociale, bah c'est universel en fait. Et moi je trouve que ça c'est très rassurant, parce que ça montre que notre médiocrité n'est pas figée. C'est juste le résultat d'une éducation, d'un environnement qui fait que bah on n'a pas réussi à développer ses qualités en fait. Et je suis intimement convaincu que tout le monde peut obtenir un niveau d'anglais de ouf. Et bah moi c'est ce que j'ai fait il y a 3 ans, et grâce à ça je suis devenu un monstre. Alors concrètement, comment est-ce que j'ai fait? Première chose, basculer tous ces appareils électroniques en anglais. Téléphone, bah mon tel et mon ordi, ça fait 3 ans, ils sont en anglais, j'ai oublié. Honnêtement, j'ai oublié que c'était en anglais. Voilà, le but c'est vraiment de s'immerger petit à petit dans la langue, et ce de manière quotidienne. Et ça, au début, c'est un peu inconfortable, mais au fur et à mesure, on s'y adapte. Et d'ailleurs, pareil, quand j'ai décidé d'apprendre l'anglais, je l'ai fait aussi un petit peu de manière obsessionnelle. Je m'en souviens très bien. J'ai fait ça pour le et en fait, toutes les étapes là que je vais vous lister, je les ai toutes faites en même temps, en fait. Et je pense que c'est une des raisons qui a fait que j'ai pu progresser si vite. Alors je pense très sincèrement que j'ai mis à peu près 1 an à passer de moyen à, on va dire, très bon, notamment dans la compréhension écrite et orale. Dans l'expression, je pense que je suis plutôt bon, même si je fais pas mal de fautes de grammaire et cetera, mais voilà, il y a aucun problème pour se faire comprendre. Et j'ai déjà fait des dates en anglais, j'ai déjà fait des réunions,
Bah, j'ai fait pas mal de collabs aussi sur YouTube auparavant où c'était avec des partenaires qui étaient que en anglais. Donc bref, basculer tous les appareils. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'installer Mosalingua. C'est une application qui est incroyable, qui utilise le principe de mémorisation active pour apprendre du vocabulaire et ce, de manière durable. Ce que je faisais, c'est que ça, je le pratiquais à environ 5 à 10 minutes tous les matins, ou presque, et bah, j'ai acquis plus de 1000 mots de vocabulaire dans ma mémoire long terme. Sachant que bah, ça, c'est déjà une belle base pour interagir et comprendre l'anglais sans être bilingue non plus. En général, on dit que pour parler une langue, genre le minimum, c'est d'avoir 500 mots de vocabulaire. Et si tu veux être plutôt à l'aise, voire même bilingue, en général, il en faut 3000. Mais en vrai, c'est pas immense, quoi, quand on en réfléchit. Genre, apprendre 1000 mots, tout le monde peut faire ça. Genre, tout le monde. Et bah, encore faut-il avoir les bons outils pour le faire. Et Mosalingua, franchement, c'est une pépite. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que, en fait, à la base, j'ai fait une vidéo sur sur TikTok où je disais voilà 3 techniques pour apprendre l'anglais machin etc. La vidéo elle a cartonné sa mère, genre elle a fait je sais pas au moins 5 millions de vues et et en fait il s'avère que à la fin je dis bon bah voilà j'utilise Mosalingua, j'adore cette appli et tout c'est trop bien machin. Mosalingua m'a envoyé un mail et ils m'ont dit putain mec c'est trop cool d'avoir fait ça, on aimerait bien travailler avec toi etc. Et bah ça fait 2-3 ans que je travaille avec eux et alors de base, je devais faire une vidéo courte, etc. Mais comme je leur ai dit que j'avais arrêté, ils m'ont dit bon bah écoute, vas-y, tu peux en parler en podcast, etc. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui parce que pour le Black Friday, ils proposent une offre qui est vraiment exceptionnelle, qui arrive une seule fois par an. Je le sais parce que bah ça fait 3 ans qu'on taffe ensemble, 2-3 ans, je sais pas si c'est 2 ou 3. En tout cas, c'est la troisième fois qu'on fait le Black Friday ensemble. Et ils font une offre de ouf, franchement que je vous invite à saisir. Moins 97% de réduction avec un accès à vie à Mosa Lingua Premium et tous les autres cours de langue et donc Mosa Speak, Mosa Series, Mosa Training et toutes les langues. Si tu veux apprendre l'anglais et après tu te chauffes portugais, espagnol, machin, il y a 11 langues différentes, tu peux foncer. Ça coûte 99 € hors taxe, mais c'est vraiment un accès à vie, un truc hyper complet. Et moi perso, c'est un truc qui m'a vraiment vraiment beaucoup aidé dans mon apprentissage de l'anglais. Alors évidemment, il y a pas eu que ça, mais franchement, c'est très cool. Donc je vous recommande d'y jeter un coup d'œil. Pareil, je mets le lien en description du podcast. Troisième chose que j'ai fait, c'est de consommer énormément de contenu en anglais. Au début, je regardais des séries en VO avec des sous-titres français, puis j'ai mis les sous-titres en anglais, puis j'ai tège les sous-titres. Ça, c'était dur, mais je l'ai fait. Et bah, clairement, mes créateurs de contenu et podcasteurs favoris sont devenus des anglophones. Et je me souviens très bien que à ce moment-là, j'étais à Rennes, à la fac d'économie-gestion. Et tous les soirs, non, mais c'est même pas tous les soirs, c'était tous les matins et tous les soirs. Et oui, tous les matins, je me levais, je lançais un podcast en anglais. Genre, je me lève, je vais sur mon tel, podcast en anglais, et je faisais mes trucs, genre je m'habillais, ma petite mobilité, mon petit déj, machin. Tous les soirs, je rentrais, bim, podcast en anglais. Et au début, j'y comprenais rien, mais le but, c'était juste de plonger mon cerveau constamment dans cette nouvelle culture, nouvelle langue, et petit à petit, il y avait, en fait, au bout d'un moment, quand un mot, tu l'entends genre 10 fois, bah, tu commences à capter le sens qu'il a, et puis, il y a quelque chose de très logique avec les langues. En fait, c'est une construction qui, souvent, avec la pratique, fait de plus en plus de sens. Bref, apprendre une langue, c'est comme le sport, c'est avant tout une question de volume, et la marche est à la santé, ce que l'écoute passive est à l'apprentissage de l'anglais. C'est facile à faire, et sur le long terme, c'est ce qui fera la diff. Quatrième chose, se mettre dans un inconfort de pratique. Peu de gens le savent, mais à 19 ans, je suis parti à Eindhoven, aux Pays-Bas, pour devenir fils au pair et perfectionner mon anglais. Alors, je suis parti 1 mois et ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai très très rapidement atteint un niveau d'expression qui était correct. Et c'est là où j'ai été choqué de prendre conscience que tout ce que j'avais fait par le passé avait été utile. Parce que, tu sais, quand t'apprends l'anglais et, enfin, tu commences à devenir meilleur, tu comprends un peu mieux, etc. Mais tu te rends pas compte, genre, c'est comme si ça s'était pas encore vraiment matérialisé dans le réel et que t'avais pas eu cette discussion où t'étais en mode, oh, mais putain, genre, les mots me viennent tout seuls, je comprends tout ce qu'il dit, what the fuck et tout. Ça, c'est très, très jouissif.
Et bref, j'ai fait une newsletter dans laquelle je parle de tout ce que l'anglais m'a permis aussi de vivre. Le gars que j'ai rencontré en Russie quand j'étais le russe pardon que j'ai rencontré à Istanbul, les frérots avec qui j'ai tapé un foot en Thaïlande. Enfin bref, moi apprendre l'anglais ça a véritablement changé ma vie euh, à beaucoup d'égards hein, bien sûr. Au niveau des opportunités professionnelles, au niveau de l'accès à la connaissance, j'ai écrit maîtriser l'anglais, c'est offrir à sa curiosité la gelée royale de la connaissance. Ce, je crois vraiment beaucoup à ça. Le dernier livre que j'ai lu, la Great Thinker, c'était tout en anglais. Euh, voilà, apprendre l'anglais, je pense que c'est un truc qu'on ne regrette jamais. C'est comme faire du sport en fait. C'est des décisions qui sont cruciales, qui demandent du travail de manière quotidienne, mais qui, au fond, sont très agréables et qui poussent vers un développement qui est sympathique. Donc bref, voilà, si vous avez envie d'aller dans cette direction et que aujourd'hui, dans votre vie, dans ta vie, t'es pas encore très fort en anglais et que t'as vraiment envie de progresser, et bah l'offre Black Friday Mosalingua, c'est maintenant. Elle s'arrête. Là, je pense que quand sortira le podcast, il y en a pour certains pour qui ça sera terminé déjà. Donc ne tarde pas. C'est vraiment maintenant. Et évidemment, je m'en permettrais pas d'en parler si j'avais pas utilisé. Parce que je l'ai vraiment utilisé, j'ai vraiment fait la collab, enfin j'ai vraiment fait la vidéo avant que ça soit une collab, de parler d'eux naturellement et gratuitement. Donc bref, c'est un peu comme la préparation d'un marathon, quoi. Là, t'achètes ton dossard pour marquer le début et tout. Bon bah, acheter Mosalingua, c'est un peu la même chose que tu peux faire. C'est une sorte de preuve de confiance envers soi-même. Le lien est en bio, encore une fois. Et on est parti pour la quatrième idée. On va parler du syndrome de l'entrepreneur, pardon. Syndrome de l'entrepreneur. Ça fait 46 minutes, waouh, waouh, waouh. Ok, ça va aller, cette idée, elle est assez rapide. Alors, qu'est-ce qui se passe avec un entrepreneur? Cette prise de conscience, je l'ai eue avec mon ami Bertrand. Bertrand, c'est un gars qui a 43 ans, je crois, ouais, Bertrand. Sur les réseaux, il s'appelle un entrepreneur français. Ça fait pas longtemps qu'il s'est lancé sur les réseaux. Lui, ça fait plus de 20 ans qu'il entreprend, etc. C'est vraiment un mec assez extraordinaire à bien des égards. Je dis souvent le mot égard, c'est marrant. Et en fait, il s'est rendu compte d'un truc, c'est que, en fait, depuis 20 ans, c'est comme s'il était constamment dans la même boucle. En gros, quand t'es entrepreneur, t'as des traits de personnalité, des traits de caractère qui peuvent parfois te jouer des tours. Et donc, bah lui, c'est génial parce qu'il est trop fort pour faire de l'argent. Mais du coup, il était en mode ah putain, je vais aller sur ce projet. Et au final, à chaque fois, ça devenait un business et il retrouvait toujours le même truc, etc. Et ce qui se passe avec les entrepreneurs, plus largement, c'est que ils sont trop forts pour innover parce qu'ils passent leur temps à remettre en question certaines choses et à venir questionner les croyances et les dogmes. Ils sont en mode, attends, on fait ça comme ça, je suis sûr qu'on peut faire autrement, je suis sûr qu'on peut faire mieux, je suis sûr qu'il y a d'autres moyens, ah regarde ça, machin. Donc voilà, Bertrand, c'est un peu la manière dont il réagit, etc. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, et c'est toujours la même chose, hein, c'est le penchant de la pièce, quoi, comme on disait aussi sur le point 2, en fait, un entrepreneur, il a beaucoup de mal à accepter une forme de statu quo et accepter que quelque chose est acté et fonctionne déjà assez bien. Genre moi, j'ai des potes, par exemple, j'ai remarqué ça. Je pense notamment à un frérot qui s'appelle Gabriel. Genre, tu vas lui parler d'un truc et son OS de base, c'est toujours la même chose. C'est OK. Je vais pointer du doigt là où ta réflexion, à mon avis, elle pourrait être critiquée. Ouais, et en fait, peu importe. Genre, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et en gros, je pense qu'un entrepreneur, souvent, comme il a l'habitude de ne rentrer dans aucun dogme, eh bien, au final, il se perd dans ça parce qu'il est plus capable de construire vraiment des bases solides. Et en fait, ça va plus loin. Je pense que le syndrome de l'entrepreneur, c'est peut-être pas le terme le plus approprié, mais c'est vraiment pour pointer du doigt ces qualités qui apportent toujours avec elles des défauts dont il est intéressant de prendre conscience. Personnellement, quand j'écrivais ce truc à l'instant, quand j'ai écrit ça, j'étais dans un café après, juste à Lyon, et il y avait plus de lumière du tout.
Et au bout d'un moment, les lumières se rallument et là tout le monde fait: «Oh trop bien, machin et tout» et tout le monde dit: «Ouais, machin» et moi, je dis quoi? Je dis: «Oh bah, franchement, j'avais même pas remarqué, que la lumière était éteinte» et là je me dis: «Attends, what the fuck, c'est trop marrant ce qui vient de se passer». En fait, et ça je le sais, ça fait partie de ma personnalité, je suis conditionné, en tout cas c'est comme ça que j'agis en général, pour aller à contresens. À chaque fois que je vois que la majorité des gens font quelque chose, je vais à contresens et je fais différemment. Et c'est très drôle de s'en apercevoir. Et là, bah, c'est arrivé automatiquement auprès où tout le monde dit: «Ah trop bien, trop bien». Moi je dis: «Oh putain, je vois que tout le monde vit ça, machin». Moi je vais dire l'inverse: «Regardez, je suis différent». «Oh bah, j'avais même pas remarqué, machin». Et quand on si je reviens à l'exemple de mon ami Bertrand, il m'a dit qu'en fait, lui, il avait exactement la même chose. Il avait la tendance à vouloir constamment faire des choses extraordinaires. Par exemple, il vient d'acheter une maison et en fait, juste acheter une maison, bah, il était en mode: «En vrai, c'est nul. Genre tout le monde fait ça. Tout le monde, au bout de à 40 ans, achète une maison. Tu sais quoi? Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter 2 maisons» et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il a acheté 2 maisons et la première fois qu'on s'était vu, il m'avait expliqué, il m'avait dit: «En fait, ouais, c'est parce que je vais faire je vais faire une maison pour un studio YouTube et cetera, dédié à la création de contenu et une autre maison un peu plus chill et cetera» et le lendemain, enfin l'autre moment où on s'est vu, il m'a dit: «En vrai, tu sais quoi? J'ai pris conscience d'un truc, si j'ai acheté 2 maisons, c'est pas vraiment pour ça, c'est juste parce que, bah, j'ai depuis tout petit, j'ai toujours eu l'habitude de faire des choses extraordinaires et j'ai passé mon temps à faire ça et on a passé son temps à me dire que j'étais quelqu'un d'extraordinaire qui faisait les choses pas comme les autres, que au final, bah, je le fais tout le temps et que je m'en rends même plus vraiment compte et que je deviens un peu victime de ça, en fait. Et et ouais, c'est marrant ça. Putain, ça m'amène tellement de questions et de doutes sur certaines choses. Waouh. Mais bref, lui, il a pris conscience que, bah, il était devenu un petit peu prisonnier de ça. Et je pourrais faire un parallèle avec Elon Musk où en fait, à mon avis, Elon Musk, il est pris dans ce même piège à une échelle bien plus importante. C'est que, bah, comme il a fait un truc de ouf, il a commencé par, voilà, à 12 ans, le gars, il vendait déjà des jeux vidéo. Après, il a fait X.com qui est devenu PayPal. Il a fait SpaceX, il a fait Tesla, Neuralink. En fait, genre au bout d'un moment, quand t'as monté des paliers et que t'as fait des trucs constamment de plus en plus ouf et de plus en plus extraordinaires et que l'extraordinaire est devenu pour toi l'ordinaire, tu t'es un peu dans une sorte de piège où tu ne fais plus des choses extraordinaires parce que tu as le choix et parce que tu es libre, mais tu fais des choses extraordinaires parce que c'est comme ça que tu as eu l'habitude de fonctionner, c'est l'étiquette un peu qu'on t'a mis et donc tu es obligé en fait de faire comme ça. Et moi, je l'ai vu aussi à mon échelle où, en gros, j'ai commencé avec TikTok, puis, bah, ça a bien marché. Du coup, je me suis dit: «Bah, vas-y, il faut que je continue et je vais aller sur YouTube». Puis ça a bien marché et du coup, je me suis dit: «Bah, vas-y, il faut que je fasse de l'oseille». Puis ça a bien marché et du coup, je fais de l'oseille et je me suis dit: «Vas-y, il faut que je fasse un truc encore plus extraordinaire. Bah, je vais faire SDF tout millionnaire». Puis c'est ce que j'ai fait et ça a plutôt bien marché. Puis après ça, je me suis dit: «OK, il me faut un nouveau projet» et tout le monde était en train de me dire: «Vas-y, c'est quoi le nouveau truc de ouf là que tu vas faire?» Et j'étais en mode: «Bon, là, je pense que je vais faire un combat de MMA, en combat pro et tout. Je vais me préparer pendant 1 an, je vais partir en Thaïlande, machin et tout». C'est ce que je voulais faire, hein, c'était dans ma tête. Puis je me suis dit: «Putain, mais là, c'est plus WAM, là. Là, je le fais, mais en fait, j'ai plus le choix». Genre, il y a une perte, profonde de liberté et ça pose une question intéressante par rapport, au mimétisme, au niveau du désir. En fait, est-ce qu'on fait les choses parce que on est, complètement libre et complètement conscient, plus ou moins, de toutes les variables, on est en mode: «Je m'en bats les couilles, j'ai compris et j'y vais quand même», ou est-ce que, bah, en fait, on est un petit peu une victime, quoi? À l'image des pubs où, tu l'impression que, t'achètes ce vêtement parce que il est trop beau et que ça fit super bien avec ta carrure, mais en vrai, si on retrace tout le parcours, on capte que t'as été exposé 10 fois à cette pub et que c'est pour ça, en réalité, que tu l'achètes. Mais toi, tu t'illusionnes et tu te fais croire que t'es libre et que t'achètes ça. Non, non, non. Hem, bref, je suis parti un petit peu dans tous les sens, mais ça pose des questions qui sont intéressantes. Et en tout cas, moi, je sais que voilà, j'ai ces traits de personnalité.
Et au fond, je pense qu'il faut les embrasser, en fait. Il faut les embrasser, il faut en avoir conscience. Ah, c'est marrant, ça m'a donné un frisson quand j'ai dit qu'il fallait les embrasser. Je prends ça plutôt comme un bon signe. Euh, je pense qu'il faut il faut embrasser ces traits de personnalité qui peuvent paraître parfois trop extravagants. Parce que c'est ça qui crée l'harmonie au niveau du collectif. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a trop de gens qui se castrent sur certaines choses, soi-disant parce que c'est pas genre équilibré. Mais en vrai, on s'en bat les steaks, genre. Franchement, on s'en fout. À partir du moment où l'équilibre, il est collectif, c'est en cherchant, en fait, imaginons dans la nature, genre, si tous les arbres essayaient de se ressembler les uns avec les autres, bah, on perdrait complètement l'équilibre de la biodiversité. Et bah, je pense que c'est pareil avec les êtres humains, en fait. Et donc voilà, si par exemple j'ai une personnalité obsessionnelle, et bah, très bien. Alors évidemment, rien n'est figé et je ne crois pas à une identité permanente et je pense que tout est censé évoluer et se modifier. Mais voilà, imaginons que t'es quand même très fortement une personnalité obsessionnelle, et bah vas-y, embrasse-la pleinement, fais avec. Et s'il faut que par exemple quand tu fais un truc, et bah tu vas pleine balle la première semaine et qu'après, bon au final ça te saoule et que t'arrêtes, bah c'est pas si grave en fait. C'est pas si grave. C'est juste quand tu interagis avec les autres, prends-en conscience et par moment, peut-être que tu devras faire des modifications. Bon, ok, on finit avec les aphorismes, les petites punchlines littéraires. Ouah, je suis éclaté là, je sais pas pourquoi. Ça fait 56 minutes aussi, hein, j'ai l'impression que ça faisait longtemps là, que j'avais pas fait le podcast, c'est bizarre. Alors, il faut savoir que le mec qui a inventé ce qu'on appelle donc les aphorismes, ou dans son livre les maximes, c'est La Rochefoucauld. La Rochefoucauld, c'est dans le second cerveau d'ailleurs, j'en ai pas parlé cette semaine, je voulais pas abuser sur la promo non plus, parler de trop de trucs. La Rochefoucauld, il est né en 1661. C'est un philosophe français qui était très proche de Montaigne et il a écrit 504 aphorismes qui l'ont rendu célèbre. Et il aimait bien ça, et d'ailleurs c'est Nietzsche va s'en inspirer un peu plus tard. Je vous ai sélectionné donc 5 aphorismes qui viennent pas de La Rochefoucauld, hein, forcément. Il y en a aucun d'ailleurs de La Rochefoucauld, mais que j'aime beaucoup. Premier, procrastination. Voilà pourquoi faut apprendre l'anglais, comme ça j'aurais plus besoin de traduire mais les trucs que je lis. Procrastination is the soul rebelling against entrapment. Donc, la procrastination, c'est l'âme qui se rebelle contre son propre emprisonnement. J'adore ça. Voilà, en général, donc ça vient de Taleb. Nassim Nicolas Taleb. Évidemment, le bon Taleb. La procrastination, reporter une tâche, bon bah souvent en fait ça peut être le cœur qui te dit que tu dois changer quelque chose dans ta vie par exemple parce que tu te sens bloqué. Ok, deuxième aphorisme que j'aime beaucoup. Oula, waouh, j'ai fait tomber le micro. Putain, ok. Ok, normalement c'est... Ah ouais, là c'est un peu galère. Bougez pas les copains. Je vous remets comme il faut. Nickel. Alors, 2. Man suffers only because he takes seriously what the gods make for fun. Alan Watts. L'homme souffre en grande partie parce qu'il prend au sérieux ce que les dieux ont fait pour rigoler. Je vous laisserai réfléchir un peu sur ça. 3. De Platon. There is truth in wine and children. Donc il y a de la vérité dans le vin et les enfants. Pourquoi ? Parce que l'alcool, c'est ce qui fait un peu perdre le sens réfléchi, etc. et qui libère les langues. Et les enfants, en fait, eux, ils sont déjà libérés. Et on leur a pas encore mis tous ces cadres et tous ces trucs qui font qu'ils s'expriment différemment et qui pourraient mettre ce qu'appelle Jung le persona, c'est-à-dire le masque en public. L'alcool, ça fait perdre en fait ce masque. Et là, il y a un truc que je trouve intéressant et un lien que je voulais faire justement avec l'humour et Freud. Freud, il a écrit un livre intitulé Jokes and their Relation to the Unconscious en 1905 et il écrit
Jokes make possible the satisfaction of an instinct in the face of an obstacle that stands in its way. Je vais la traduire sous Google Trad, elle, parce que j'ai l'impression que je vais m'y perdre sinon. Mais en gros, l'idée est intéressante par rapport à l'inconscient et aux blagues, comme quoi en fait ça pourrait permettre de libérer un peu les trucs qui sont enfouis. Donc les blagues permettent de satisfaire un instinct face à un obstacle qui se dresse sur sa route. L'humour permet d'exprimer des choses qui sont souvent réprimées car c'est pas toléré dans la société, mais avec l'humour ça passe. Genre tu peux dire quelque chose, genre tu vis quelque chose par rapport à quelqu'un et t'as envie d'exprimer un peu ce mécontentement que tu as, bon bah tu peux le faire passer sous le spectre de l'humour en fait. Et ça c'est intéressant, il y a beaucoup de gens qui sont forts pour ça. C'est pas mon cas d'ailleurs. Ok, quatrième chose, Martin Luther King. In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. À la fin, on ne retiendra pas le mot de nos ennemis, mais surtout le silence de nos amis. Et j'écrivais un truc cette semaine par rapport aux qualités humaines, où je disais que, en fait, les plus belles qualités sont celles qui ne sont pas génétiques. C'est les plus belles qualités, par exemple, dont on parlait là, le fait d'être obsessionnel, ça c'est des qualités parce que voilà, ça peut faire réussir, etc. Mais pour moi, les plus belles qualités, c'est le courage, c'est l'amour, c'est toutes ces choses-là. Et par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on est assez égaux en fait. On est assez égaux. Et par rapport aux amis, c'est peut-être ça qui compte le plus et dont il faut faire le plus preuve. Dernière citation de Feina Ranevskaya, dernier aphorisme. Success is the only unforgivable sins against your neighbor. Wow, mon accent anglais là, il fait mal. Donc le succès, c'est le seul péché impardonnable contre son prochain. Et ça c'est intéressant parce que en effet, avoir du succès, ça met certaines personnes dans des situations très inconfortables, notamment vis-à-vis des autres, mais surtout pour son voisin en fait. Quand tu réussis, bah ton voisin il se sent mal, il se sent assez rapidement jaloux. Et là il y a un lien qui est assez intéressant entre les forts et les faibles. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, on en parlera la semaine prochaine parce que là on est trop long. Et je sens que ma capacité cognitive est en train progressivement là de diminuer. Je vais m'envoyer une bonne clémentine là, ça va faire du bien. Mais oui, très très intéressant là. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui parlent de ça. En fait, comme quoi, bah, il existe dans la nature et chez les êtres humains des gens qui sont plus forts que d'autres et il faut pas non plus ça le gommer. Au contraire, il faut l'accepter. Bref, c'est un sujet qui est passionnant. Passionnant. On arrive à la fin de ce podcast. Donc, je le rappelle, 2 choses très importantes. La première, c'est l'offre Black Friday avec Mosalingua. N'hésite pas à foncer. En tout cas, va voir sur la page, mais je peux t'assurer que c'est une décision que tu ne regretteras pas à partir du moment où tu mettras les efforts pour apprendre l'anglais. Et ça ne dépend que de toi. Mais c'est une sorte de cadeau que tu peux te faire. Et la deuxième chose, très importante également, c'est l'ouverture de mon mentorat. Il y a que 3 places, donc j'imagine et je me doute que ça va partir vite, hein, parce que voilà, c'est la première fois en réalité que je fais ça. J'ai fait du coaching pour la création de contenu. Alors évidemment, je pourrais vous aider sur ce penchant, mais là c'est quand même un peu plus holistique. C'est un peu différent et surtout je prends que 3 personnes parce que j'ai envie de me donner corps et âme et d'être pleinement impliqué et qualitatif dans mon approche d'accompagnement. Donc, si ça t'intéresse et si tu penses que je suis la personne qui peut t'aider sur ça, eh bien, fonce, n'hésite pas. C'était Dali, je te laisse mettre 5 étoiles si ça t'a plu. On se voit la semaine prochaine pour envoyer, pour bombarder. Moi, ça y est, là, j'ai retrouvé un peu plus de combat. Je crois que c'est les douches froides matinales, ça me donne ça. Et je m'en nourris, ça fait du bien. Bref, on se voit la semaine prochaine. Ciao.